Bismillah. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir invité pour vous parler de ce sujet, le PET scan en rhumatologie. Alors, quand on m'a proposé le sujet, en fait, le premier, ou plutôt le premier souci que j'avais eu, c'est comment l'aborder et comment établir un plan d'exposé. Donc, je vais commencer par vous dire, enfin, vous faire un petit aperçu sur les choses sur lesquelles nous allons parler. Et je vous projette en première diapositive ce que je n'oserais appeler un plan, parce que c'est des pathologies qui sont vraiment très intriquées et où la classification n'est pas vraiment très bien, je dirais très bien établie par rapport à cette modalité d'imagerie. Alors, je parlerai en premier lieu des aspects fondamentaux, en fait, juste de façon très superficielle, sur comment se déroule ce PET scan. Et après, nous allons parler des indications rhumatologiques de cette modalité d'imagerie. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Alors, en premier lieu, j'aimerais parler du produit que nous utilisons pour réaliser ce PET scan. Alors, les radiologues parlent de produits de contraste. Nous parlons de radiopharmaceutiques ou radiotraceurs. Alors, il s'agit de molécules radioactives et pour ce PET scan, nous utilisons une molécule en fait, qui est très commune, c'est du glucose. Du glucose un petit peu modifié. Vous voyez là en fait cette molécule de glucose à laquelle on a enlevé un groupement OH et qu'on a remplacé par du fluor radioactif. Alors une fois injecté, bien sûr ce glucose il va se répartir partout dans l'organisme et il va se fixer au niveau de sites préférentiels. Alors on va décrire tout à l'heure en fait ces sites préférentiels physiologiques et pathologiques, mais justement comment est-ce qu'ils passent à l'intérieur des cellules et comment est-ce qu'ils restent à l'intérieur de ces cellules cibles. Alors bien sûr, apporté par voie sanguine, le glucose il passe à travers la membrane cellulaire par deux récepteurs, enfin ou deux transporteurs, et une fois à l'intérieur de la cellule. Alors, ce glucose, bien sûr, il passe dans le cycle de Krebs, le glucose normal. Le glucose marqué par le fluor, il subit une première phosphorylation. C'est la première étape du cycle de Krebs. La deuxième étape est impossible étant donné la présence de ce fluor. Donc, les molécules de ce FDG ou déoxyfluoroglucose, elles entrent dans la cellule, elles sont bloquées. C'est ce qui fait un petit peu le contraste entre ce qui est normal et ce qui est pathologique. Mais ceci se passe en fait pour toutes les cellules et ce qui fait la différence, c'est l'expression de ces récepteurs. Alors, ces récepteurs, ils sont justement super ou hyper exprimés au niveau des cellules de l'inflammation. Donc, ces cellules que l'on retrouve, qui sont recrutées au niveau du site inflammatoire en abondance, elles expriment ces récepteurs et ils accumulent ce déoxyfluoroglucose de façon abondante. Alors, juste un petit mot en fait de l'aspect normal de ce PET scan. Alors, il s'agit de glucose et l'organe le plus consommateur de glucose est bien sûr le cerveau. Alors ce produit, il est également éliminé par voie urinaire pour se retrouver au niveau de la vessie et il y a en fait une fixation, je dirais, un petit peu physiologique au niveau du foie, de la rate et au niveau du tube digestif. Vous avez remarqué en fait que j'ai mis des flèches sur des endroits en fait qui nous intéressent dans l'exposé d'aujourd'hui. Vous avez remarqué que là, il s'agit d'une fixation vasculaire tout à fait physiologique. Ce que vous voyez ici, c'est juste une fixation au niveau de l'œsophage. Encore une fois, sans signification pathologique particulière. Il s'agit de patients qui peuvent avoir un reflux gastro-œsophagien. Et ces foyers qui peuvent vraiment intéresser, ces foyers que vous voyez
ces foyers qu'il convient de caractériser non pas sur l'image scintigraphique pure, mais sur l'image fusionnée au scanner. Alors, quand nous parlons de PET scan, ce n'est pas parce qu'il s'agit en fait, d'une scintigraphie couplée au scanner. Scan, en fait, en anglais, c'est balayage, donc c'est l'exploration du corps entier. Mais on fait quand même cette fusion au scanner, justement pour caractériser ces anomalies de la fixation qui, encore une fois, sont ici tout à fait physiologiques. Il s'agit là juste d'une rétention urinaire du radiotraceur et là d'une fixation, encore une fois, digestive tout à fait physiologique. Donc, je passe à décrire en fait, des éléments de pathologie. Il s'agit là sur la droite de votre écran d'un patient atteint d'un cancer du poumon et qui a été envoyé pour le bilan d'extension de sa néoplasie. Vous voyez en fait les foyers de fixation sur la tumeur et sur les ganglions. Vous voyez également un foyer surrénalien. Et sur la gauche de l'écran, en fait, c'est une patiente atteinte d'une vascularite. Alors, la fixation, en fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est en rapport avec le niveau de l'inflammation. Plus elle est importante, plus le niveau de fixation sera important. Vous remarquez également qu'il y a là, en fait, un foyer. C'est une patiente qui avait été admise avec une suspicion de maladie de Horton. Elle a subi une biopsie temporale qui est revenue négative. Et c'est après en fait, qu'on l'a reçue pour ce PET scan. Et en fait, la moindre, je dirais, agression qui s'accompagne d'inflammation peut entraîner une fixation sans que ce ne soit en rapport avec le processus exploré lui-même. Alors, nous sommes en train de parler de PET scan que l'on réalise en injectant du déoxyfluoroglucose. En fait, c'est du glucose marqué. Et il s'agit en fait de PET scan que l'on doit réaliser avec une préparation, ne serait-ce que par rapport à la glycémie du patient. Le patient doit être à jeun quand on fait cet examen depuis au moins 6 heures. C'est là en fait les deux explorations du même patient qui vient pour bilan d'extension d'un cancer du sigmoïde. Alors là en fait, il n'était pas à jeun. Vous remarquez en fait la fixation musculaire très importante, alors que l'essentiel, en fait, la fixation tumorale et la fixation au niveau de ces métastases est tout à fait effacée. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est juste la fixation au niveau du muscle diaphragme. Alors, du moment que là, en fait, l'intitulé de l'exposé, en fait, c'est les indications et les limites. J'aimerais d'abord, en fait, introduire le sujet des limites en parlant du prix. En fait, c'est un patient qui, par mauvaise préparation, nous a fait perdre quelque chose qui varie entre 8 000 dirhams et 12 000 dirhams selon les centres qui réalisent ce type d'exploration. Donc, je continue. C'est le même patient. Donc, et là, je commence en fait ces indications rhumatologiques. Alors, si on a en fait analysé les différentes situations où l'on peut nous recevoir en fait ce patient pour un PET scan, ce soit un patient qui vient du service de rhumatologie ou des différents cabinets de rhumatologie parce qu'il a des manifestations rhumatologiques, qui fait le PET scan et qui revient chez vous ou bien atterrit dans un autre service. Ou alors c'est en fait un patient qui vient pour autre chose, qui fait le PET scan et où il s'avère que c'est un patient de rhumatologie et qui va atterrir chez vous. Et là, en fait, les indications de ce PET scan en rhumatologie ne sont malheureusement pas très bien codifiées, à part, je dirais, pour 2 grandes indications. En fait. Les syndromes inflammatoires inexpliqués, fièvre prolongée inexpliquée et les syndromes paranéoplasiques
à manifestation rhumatologique. Ce sont là, je dirais, les deux grandes indications qui sont bien codifiées, hein, et le reste, en fait, peut venir avec votre travail et sûrement le nôtre. Alors, je commencerai en fait par cette méta-analyse sur les fièvres prolongées inexpliquées et l'apport en fait des techniques d'imagerie isotopique en général comparées par rapport aux autres modalités d'imagerie. En fait, c'est une méta-analyse où on a inclus 42 études. Le nombre de patients était plus de 2000. Et là, en fait, il souligne en fait, la prévalence très importante des néoplasies et des infections, mais il souligne également l'importance des maladies rhumatologiques en fait, dans ces lots de patients. Et parmi en fait, ces techniques d'imagerie isotopique utilisées dans le cadre de ces fièvres prolongées inexpliquées, le PET scan en fait, arrive en premier lieu en matière d'intérêt avec une sensibilité qui est entre 81 et 90% et une spécificité qui, je dirais qu'elle est quand même médiocre de l'ordre de, regardez l'intervalle entre 36% et 67%, mais il ne faut quand même pas regarder juste le mauvais côté de la chose, la moitié vide du verre, cette non-spécificité de ce radiotraceur est en fait un atout. Hein, c'est un radiotraceur qui se fixe au niveau des sites inflammatoires. Et l'important, c'est en fait d'aller biopsier ces sites, aller les explorer pour asseoir un diagnostic. Alors, une autre étude en fait, qui traite de façon, je dirais, plus spécifique ces fièvres prolongées inexpliquées de causes rhumatologiques et qui souligne l'importance de ce PET scan dans la prise en charge des patients. Il souligne en fait l'introduction, je dirais, assez précoce de cette modalité pour la prise en charge de ces patients. Je m'y suis intéressé parce qu'ils ont fait une analyse un petit peu provocatrice des différentes études qu'ils ont revues. Alors, vous remarquez là, en fait, l'ensemble des études, je dirais, occidentales ou du monde occidental, où il n'y a pas eu en fait de diagnostic final, comparé, je dirais, aux études dans le reste du monde. Et je m'arrêterai peut-être sur en fait, le travail d'un auteur belge qui, en fait, en 2003, en fait, 53% en fait, des patients sortaient, je dirais, avec aucun diagnostic précis. Et on note bien sûr une amélioration de cette situation avec le temps. Vous remarquez également l'importance des malades où l'on ne trouve pas vraiment un diagnostic précis. Excusez-moi. Contre en fait, le pourcentage des patients en fait, qui sortent avec un diagnostic précis dans des pays enfin, non occidentaux. J'exclurais peut-être de cette analyse en fait, cette étude serbe qui ressort avec 4% de malades non diagnostiqués. En fait, quand j'ai vu l'article, il faut dire que c'était peut-être un problème de recrutement en fait, de ces patients ainsi appelés porteurs de fièvre prolongée inexpliquée. Alors, quand on aura en fait, épuisé les moyens diagnostiques usuels, et juste après la recherche de cryoglobulinémie et d'endoscopie, eh bien, il faut penser à introduire ce PET scan dans l'arbre, dans la décision à prendre vis-à-vis de ces patients. Je continue encore
pour parler des étiologies en fait, rhumatologiques de ces fièvres prolongées inexpliquées, pour introduire en fait ces vascularites qui s'individualisent de façon relativement importante par rapport aux autres étiologies. Et encore une fois, une comparaison des séries occidentales et non occidentales où ces vascularites constituent un lot assez important d'étiologie, à tel point que l'on peut se demander est-ce qu'on n'est pas... excusez-moi. Vous remarquez en fait dans ce groupe que, par exemple, cette étude en fait, égyptienne où l'on se limite aux vascularites des gros troncs, on peut se demander si franchement on n'est pas en train de passer à côté de ces étiologies, si vraiment ce n'est pas sous-diagnostiqué. L'auteur, là, en fait, il insiste sur l'importance du PET scan qui peut constituer un outil très sensible et que les données, en fait, d'une IRM négative, d'un scanner négatif peuvent être parfois vraiment très trompeurs. Alors, ce que l'on veut, c'est justement pas d'avoir ceci. C'est un scanner avec un aspect d'anévrisme de l'aorte ascendante. On ne veut pas avoir ça. On veut diagnostiquer le patient à un stade beaucoup plus précoce. Alors, ces vascularites, elles ont été en fait explorées la première fois à la fin des années 80 pour la maladie de Takayasu et un peu plus, en fait presque une dizaine d'années pour les vascularites à cellules géantes. Alors, je manque encore une fois indication et limite à quand est-ce que ce PET scan, en fait, on peut attendre des résultats? Quand est-ce que il faudrait même pas penser à le demander? Alors, concernant les vascularites touchant l'aorte, ou plutôt ces branches, je dirais, de premier et deuxième degré. Là, en fait, le PET scan, il arrive à visualiser les lésions avec une bonne sensibilité. Quand il s'agit en fait de vascularites touchant les vaisseaux de taille moyenne ou les petits vaisseaux, là en fait on risque de passer à côté. Alors les machines actuelles, elles parlent d'une limite de résolution de l'ordre de 4 mm. Pour les lésions en dessous de cette taille, ce n'est pas possible de voir un signal. Alors, en réalité, en fait, ça, c'est une résolution, je dirais, théorique. En réalité, in vivo, enfin, la limite, elle serait de l'ordre de 8 mm. 8 mm pour la limite de résolution de l'appareil de PET scan, enfin, je dirais, les plus récents. Alors, on peut voit en fait des anomalies pour, bien sûr, la maladie de Takayasu, pour la vascularite de Horton. On peut également voir des anomalies de fixation pour la périartérite noueuse. On peut à la limite voir des anomalies assez caractéristiques pour la maladie de Wegener. Mais n'oublions pas en fait que concernant cette maladie de Wegener, c'est également une granulomatose. Et compte tenu en fait du recrutement en fait de ces cellules inflammatoires au niveau, je dirais, des foyers de granulomatose, eh ben, on peut voir en fait, les granules inflammatoires et non pas en fait directement les vaisseaux inflammés. Donc, s'il vous plaît, je ne parlerai pas de ces vascularites. Peut-être que nous parlerons en fait de ce cadre de vascularite et leur intérêt. Alors, ces artérites à cellules géantes, elles ont été décrites initialement comme une artérite temporale. Alors, le problème pour, et ça
vous le connaissez déjà, elles ne sont pas positives, ces biopsies à 100%. Et ce que l'on peut voir du point de vue scintigraphique, c'est un hypermétabolisme que l'on peut suivre en fait sur l'aorte et sur ses branches principales, les sous-clavières, les carotides. Alors encore une limitation, en fait, il ne faut pas s'attendre à voir une fixation au niveau des branches intracrâniennes de la carotide, du moment qu'il y a une fixation physiologique au niveau cérébral. Alors voilà un aspect en fait de vascularite atteignant en fait les gros troncs avec l'atteinte de l'aorte jusqu'à l'aorte abdominale, de la sous-clavière, des sous-clavières pardon, et des deux carotides. Alors ce PET scanner, il peut contribuer en fait au diagnostic de ces formes atypiques de vascularite à cellules géantes, surtout quand la biopsie temporale est négative. Mais une fois le diagnostic posé, est-ce que ça peut servir à quelque chose en fait de voir le malade sous traitement? Alors il s'avère que pour des patients qui ont subi des PET scans au 3e mois ou au 6e mois de traitement, on a remarqué une chute importante du niveau de fixation jusqu'au 6e mois. Et après, en fait, plus de modifications. Alors, elle pourrait être utile, en fait, cette exploration pour voir les patients qui répondent au traitement. Mais après, est-ce que la fixation va se négativer? Attention, il s'agit en fait d'une maladie qui touche surtout le sujet âgé. Et c'est des sujets qui sont potentiellement athéromateux. Et on va voir tout à l'heure en fait que ça constitue un diagnostic différentiel très important. En fait, c'est plaque d'athérome et qui ne servirait absolument à rien de répéter les examens après traitement chez ces patients. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau de fixation initiale et le nombre et la fréquence des rechutes. Un patient peut avoir une fixation vasculaire très importante au début et répondre vraiment très favorablement. Un autre peut avoir une fixation très limitée et avoir beaucoup de rechutes durant son évolution. Alors, je passe directement à une maladie en fait, qui s'associe justement à cette vascularite, cette artérite à cellules géantes, la pseudopolyarthrite rhizomélique. Alors, est-ce que ça serait utile, ça serait idéal pour ces patients en fait, de subir cet examen? Alors, on a comparé en fait les résultats du PET scan chez en fait 5 patients atteints de pseudopolyarthrite rhizomélique et d'autres atteints de vascularite d'artérite à cellules géantes contre des patients contrôles suivis pour autres maladies inflammatoires. Alors, il s'avère que ces patients ont des fixations qui sont particulièrement importantes au niveau vasculaire, au niveau du tronc, au niveau des membres supérieurs. Par contre, au niveau des membres inférieurs, la différence n'est pas du tout significative. Un argument, bien sûr, de plus pour la nature vasculaire de cette, ou la composante vasculaire en fait, de cette maladie. Mais regardez en fait ce PET scan où non seulement en fait la clinique quand elle est présente, mais justement quand on voit des hypermétabolismes, des fixations qui sont, je dirais, relativement caractéristiques de la maladie, des choses sont, je dirais, essayer de trop vanter les performances de ce PET scan.
il ne s'inscrit nulle part dans les classifications des sociétés savantes. Mais il peut contribuer par une sémiologie, je dirais, évocatrice quand il s'agit d'un patient où la clinique n'est pas vraiment évidente. Regardez là, en fait, l'hypermétabolisme gléno-huméral, sous-acromial, l'hypermétabolisme sur la portion longue du biceps, l'atteinte symétrique bilatérale, et avec, bien sûr, la fixation vasculaire sur les sous-clavières et un petit peu sur les carotides. Alors, un autre signe particulièrement important à rechercher, c'est la bursite trochantérienne, qui est un élément assez important à rechercher. La bursite trochantérienne également, et bien sûr la bursite interépineuse. Alors, ces signes ont-ils, je dirais, de la spécificité? Il s'avère que, malheureusement pour les épaules et les hanches, ces signes sont peu spécifiques par rapport aux atteintes au niveau des ischions, des grands trochantères et des espaces interépineux. Et quand on voit en fait les trois signes ou les trois sites atteints, la spécificité peut atteindre jusqu'à 90%. Alors, le PET scan peut intervenir dans certains cas où le diagnostic n'est pas vraiment très clair, quand il s'agit de faire la différence entre des maladies, je dirais, un peu proches, quand la symptomatologie n'est pas très évidente. Là, c'est le PET scan d'une patiente atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde, et vous remarquez en fait encore une fois l'atteinte des articulations des épaules et des hanches. Mais là, la sémiologie de la fixation est évocatrice quand il s'agit de PR, quand il s'agit de fixations qui sont plutôt arrondies autour des têtes humérales et des têtes fémorales. Alors, c'est un élément important pour la distinction entre la pseudopolyarthrite rhumatoïde et la PR à début tardif. Là, la fixation n'est pas spécifique, mais c'est plutôt la sémiologie qui est spécifique. Surtout quand on voit également en fait, des fixations un peu focales et en avant des hanches assez communes dans les pseudopolyarthrites rhumatoïdes. Alors pour la bursite interépineuse cervicale, c'est un élément important, mais encore une fois, ça ne dépasse pas les performances de l'IRM. Alors, dans ce cadre, la pseudopolyarthrite rhumatoïde, on peut la différencier par le PET scan de la PR, mais il est difficile vraiment de faire la part des choses entre des formes atypiques de pseudopolyarthrite rhumatoïde et de SPA. C'est un patient atteint de PPR, de pseudopolyarthrite rhumatoïde, avec cette atteinte au niveau gléno-huméral, interépineux, la bursite trochantérienne et la bursite autour des ischions, avec bien sûr l'atteinte symétrique et le PET scan après traitement chez le même patient. Alors, un patient atteint de SPA, on le retrouve malheureusement en fait, pour le diagnostic, des atteintes, je dirais, similaires en matière de topographie. Alors, un autre élément qui peut être utile, en fait, quand il s'agit d'une symptomatologie assez atypique, un début également atypique, il faut également penser au cancer associé. Ce même patient, en fait, on a vu chez lui en fait, cet hypermétabolisme ganglionnaire qui s'est avéré en rapport avec un cancer bronchique. Alors, la maladie de Takayasu, là, l'exploration, c'est en fait l'angiographie, c'est le gold standard.
Mais il serait important en fait de voir les lésions avant en fait l'épaississement pariétal, avant de voir les sténoses, les anévrismes, pour cette maladie qui au long cours est une maladie délabrante. Donc, pardon. Alors, ce PET scan, il a permis d'identifier en fait 76% des régions actives vasculaires contre 32% pour l'IRM. Et là, le PET scan peut montrer des signes d'inflammation vasculaire avant l'installation de l'œdème pariétal que l'on voit par l'IRM. Alors, pour les signes sémiologiques, les formes précoces de maladie de Takayasu, on y voit des hypermétabolismes linéaires le long des vaisseaux, et dans les formes tardives, c'est plutôt un aspect en patch. Un aspect de maladie de Takayasu avec une atteinte assez importante de l'arbre vasculaire. Vous avez là devant vous en fait, des chiffres de spécificité, de sensibilité en matière d'exploration de cette vascularite. Alors, qu'en est-il de la surveillance sous traitement ? On peut voir justement un abaissement de ce niveau de fixation chez ces malades atteints de maladie de Takayasu. Alors, il s'avère que l'on a comparé le résultat de PET scan chez les malades qui ont répondu au traitement et les malades non répondeurs. Alors, les malades qui ont répondu au traitement, en fait, ce sont les malades qui ont eu des fixations vasculaires qui diminuent sous traitement, alors que les malades qui n'ont pas du tout répondu sont ceux chez qui la fixation a été maintenue au même niveau. Je vais passer peut-être très rapidement à cette périartérite noueuse où l'on peut voir en fait les fixations sur les nodules cutanés. Je voudrais juste vous dire, du moment qu'on parle de ce PET scan, que les critères en fait, du diagnostic, c'est cette sensibilité testiculaire. Et là, en fait, la fixation elle est tout à fait physiologique. Donc, il ne faut pas la prendre en fait, comme un élément, en fait, un élément à prendre en considération. La maladie de B7, c'est une maladie où l'on ne voit pas de fixation vasculaire. Ici, il s'agit en fait d'une complication qu'il faut signaler. Les anévrismes vasculaires, quand ils deviennent hypermétaboliques, quand ils deviennent fixants, sont des anévrismes menaçants. Et il est important en fait, de les signaler parce que ça peut constituer un signe de pré-rupture. Alors la grande question, en fait, c'est est-ce qu'on est en train de voir une vascularite ou alors c'est juste de l'athérome qui fixe. Alors, s'il vous plaît, je voudrais que l'on se mette d'accord sur un point important, c'est qu'il n'y a pas de critère de positivité strict pour le PET scan. Je ne vais pas voir tel et tel autre signe sur le PET scan et vous dire je suis formel, c'est un PET scan positif pour la vascularité. Il y a certains en fait qui ont essayé de quantifier les niveaux de fixation. Il vous arrive de demander des PET scans pour vos patients? Oui. Nous écrivons très souvent en fait, ce terme SUV, SUV sur nos comptes rendus pour parler du niveau de fixation. Alors, un SUV, en fait, c'est une façon en fait, de rendre compte de la fixation vasculaire, de la fixation en général. Un SUV est égal à 1 en fait, quand le produit se répartit vraiment de façon très homogène dans l'organisme. Et plus en fait, le niveau de fixation est élevé, plus ce SUV est élevé. Alors, certains ont essayé en fait, de mettre la barre à 1,3. Un SUV à 1,3 ou supérieur à égal à 1,3 serait positif. Mais il se trouve que
chez les sujets athéromateux, on trouve justement des niveaux de fixation qui sont parfois supérieurs. Et ça pose vraiment le problème de diagnostic différentiel avec l'athérome. Alors, pour vraiment essayer d'orienter les fixations, je dirais, en rapport avec les vascularites se voient surtout, je dirais, au niveau du tronc et des membres supérieurs. Les fixations pour les sujets athéromateux se voient surtout au niveau des membres inférieurs. Et bien sûr, quand il s'agit de diagnostics difficiles, il faut bien sûr recourir à l'imagerie hybride. On voit également l'image de ce vaisseau sur le scanner. Il ne me restera peut-être pas beaucoup de temps pour compléter. Je peux continuer encore 5 minutes. Bien. Alors, juste un petit mot en fait, de cette maladie de Still. On peut voir des hypermétabolismes assez importants sur les différentes parties du corps, mais là encore, s'il vous plaît, il s'agit d'une maladie où l'on ne peut pas faire la différence entre maladie de Still et lymphome. Il s'agit là d'un cas en fait, exploré avant traitement, bien sûr, et la régression des hypermétabolismes après traitement. Je voudrais juste dire un petit mot en fait, de cette maladie associée aux IgG4. Alors là, le PET-scan, il permet de faire la cartographie des lésions et d'orienter les biopsies. Il permet de voir beaucoup plus de lésions par rapport aux autres modalités d'imagerie et surtout, en fait, c'est un sous-traitement. La diminution de la fixation est un élément, je dirais, assez précoce par rapport au dosage lui-même en fait, des IgG4 dans le sérum. Peut-être un dernier mot en fait, à propos des syndromes paranéoplasiques à expression rhumatologique. J'ai été peut-être trop gourmand. Alors là, on peut détecter en fait la cause de ce syndrome paranéoplasique à manifestation rhumatologique dans environ 81%. Alors contrairement au cancer disséminé de primitifs inconnus, dans les cancers disséminés de primitifs inconnus, en fait, la contribution du PET-scan est assez réduite. On voit le primitif dans environ 20% des cas. Là, en fait, on peut détecter plus. Alors, les cas qui, je dirais, passent inaperçus, en fait, c'est des syndromes paranéoplasiques et il se peut bien que ce syndrome survient un peu, je dirais, en avance par rapport à l'expression de la maladie cancéreuse elle-même. Pour conclure, il s'agit en fait d'un vaste champ où vous avez vu que les limitations sont d'ordre technologique, d'ordre financier. Le produit, le déoxyfluoroglucose, on le marque avec du fluor 18 qui a une demi-vie de 110 minutes. Hein, c'est-à-dire ça nécessite quand même une production locale de ce FDG. Les études même qui ont été publiées, en fait, elles sont vraiment très restreintes. Elles portent sur des échantillons, parfois de l'ordre de 20 à 30 patients. Et c'est vraiment tout l'effort que vous devriez faire de votre part pour élargir en fait, ces demandes et élargir ces indications pour, bien sûr, mieux les codifier. Et je vous remercie.